Bon, donc je vais avoir la lourde tâche de représenter les directeurs qui ont été, non pas mis en cause, mais interrogés. Alors, mon point de vue va être celui-ci. Comment un directeur d'hôpital peut être concerné par ces questions alors que, si j'ai bien compris, normalement, on ne devrait pas l'être? Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, mais je pense que vous avez raison sur le principe. On peut penser, normalement, ce qu'on doit viser, c'est l'efficacité médicale et économique des structures de soins que nous dirigeons. Donc, en quoi ça peut avoir un lien avec la prévention? Alors, l'angle d'approche, le fil rouge, mon expérience de professionnel depuis 25 ans, simplement. J'ai pensé que c'était le plus simple, plutôt que de décrire ce qu'on a fait. Donc, il y a plein de choses qui ont été dites, qu'on fait, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. C'est plutôt comment j'en suis venu, moi, à raisonner comme ça, quoi. Donc, d'où le titre, Responsabilité populationnelle et prévention au service de l'efficience sanitaire. Donc, j'ai voulu introduire un nouveau concept, pas celle d'efficacité médico-économique, efficience sanitaire. Vous voyez, c'est un peu différent. Et j'y reviendrai dans l'exposé. Donc, vous avez compris, pour moi, mon objectif, c'est l'efficience sanitaire. Et mon problème, c'est de faire comprendre ça à mon interlocuteur ARS. Mais j'ai la chance que depuis 25 ans, j'ai toujours eu des gens réceptifs. Et finalement, j'ai toujours pu avancer dans cette voie. Alors, j'espère que je vais faire marcher ce système. Alors, j'ai une 10-12 diapos pour appuyer mon discours. Alors, je vais partir, avant même cette diapo d'ailleurs, du fait que quand j'étais assistant de direction à Saint-Brieuc, j'ai travaillé avec le directeur sur le projet d'établissement. Et dès cette époque, ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne savait rien des besoins du territoire, en fait. Mais rien. Donc, il y avait de l'offre. Mais je me disais, mais quel est le lien, quoi? Pourquoi on fait telle chose? J'étais chargé de mettre en place la chirurgie thoracique. Alors j'étais au CHU de Rennes, c'était très intéressant, mais sur l'étude de besoins, j'étais très sec. Et je me dis, il y a un problème, on ne peut pas dire... Je ne savais pas finalement pourquoi on faisait ça plutôt qu'autre chose. Donc ça, j'avais une véritable interrogation. Ensuite, j'ai commencé comme directeur adjoint de 25 à 30 ans à Lannion, et j'ai changé avec Roland Olivier, qui était à l'école de la santé encore il n'y a pas longtemps, et je disais, mais c'est quoi les besoins de santé de notre territoire? On ne sait pas. Quel est le lien avec ce qu'on fait? Est-ce que d'ailleurs on saisit le besoin? Je ne sais pas. Est-ce qu'on y répond? Aucune façon, impossible de le savoir. Et ce qui me frappe à l'époque, c'est j'ai l'impression que impossible d'attraper cette réalité. Et pourtant, ce que je ne savais pas, c'est que je suis nommé en juin 93 à Clamecy, et que d'un seul coup, dans une situation très particulière, j'ai pu attraper cette réalité et finalement passer le cap de cette impossibilité. Alors je vous explique pourquoi. Je suis nommé, alors Clamecy a parfois fait parler d'elle, cette petite ville de 5000 habitants. En fait, je suis nommé à un moment où l'hôpital est déficitaire, d'ailleurs, où on parle de sa fermeture. Et ma préoccupation, c'est de me dire, mais comment on va répondre aux besoins de santé de la population? Alors, c'est très naïf, hein. Et je me tourne vers la DAS, et en fait, je me rends compte que personne ne s'intéresse à ça, en fait. Et j'échange avec les praticiens, et notamment un gynécologue obstétricien, un jeune gynécologue obstétricien, parce que je me demande s'il faut garder cette maternité. Et ce qu'il me dit, mais médicalement, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a une continuité médicale, je ne vais pas rentrer dans le détail. Au niveau anesthésiste, il y a une continuité, il y a un petit service qui est tout neuf. Par contre, il me dit, il y a un vrai problème, et moi, je suis inquiet, il me dit, parce que je ne suis pas les grossesses, et ça va mal finir, parce que ces grossesses sont très mal suivies. Et donc, comment faire de cette situation? Donc, que faire de ça? En fait, j'ai décidé d'aller voir des chercheurs en santé publique. Et donc, ce qui est très banal, j'étais voir le groupe Image. À l'époque, c'était les chercheurs de l'école de la santé, hein, puisque c'était ceux-là que je connaissais. Et j'étais très surpris de voir que j'étais très prise au sérieux. Et ils m'ont proposé, moi la question que j'aurais posée, pouvez-vous venir à Clamecy pour me dire ce qu'il faut faire de mieux pour prendre en charge la santé, donc le suivi des femmes? Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il fallait garder la maternité. Franchement, j'en savais rien. Et avec le gynécologue obstétricien qui existe toujours, qui était quelqu'un de très bien, un jeune praticien, il me dit, je ne sais pas, il faut qu'on regarde, mais je sais que nous, on a un problème, il est sur le suivi de grossesse. Alors, à l'époque, on avait des indicateurs, enfin, la norme, c'était, il fallait faire temps d'accouchement, sinon on était fermé. Mais la question du suivi de grossesse n'était pas posée, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été voir chaque médecin généraliste. On a travaillé, on a constitué très rapidement un groupe ville-hôpital. Alors tout ça, ça ne s'est pas fait facilement, hein. Mais en quelques mois, on a un groupe ville-hôpital qui fonctionne. Les généralistes entendent qu'ils ne suivent pas bien les grossesses. Il n'y avait jamais de dépistage de diabète gestationnel, par exemple. Enfin, je prends cet exemple parce que moi, ça m'a paru énorme, mais voilà.
Et ils acceptent de définir avec le spécialiste de l'hôpital un système de suivi de grossesse partagé, en fait. Un véritable parcours partagé. Alors sur la grossesse, c'est 9 mois, donc on peut le cadrer, quoi. Et je fais court, mais ce qu'on peut dire, c'est que très rapidement, ce système a été, donc au bout de quelques mois, hein, moins d'1 an, hein, le système est mis en place. Alors on décide de mettre en place une sage-femme réseau coordonnatrice. Vous verrez comment on l'a financé d'ailleurs, parce que ce n'est pas l'hôpital qui l'a financé. On a trouvé un partenaire extérieur pour le financer. Les médecins généralistes ont accepté qu'elle soit leur assistante à tout moment et qu'à chaque déclaration de grossesse, elle vienne en assistance du médecin généraliste. Les résultats, ça a été mis en place l'année d'après. L'évaluation a été extrêmement favorable. On était capable de sortir 85% des grossesses sur 30 médecins généralistes. Et les médecins généralistes ont tous joué le jeu. On était capable de sortir de façon précise tous les suivis de grossesse. Ça ne m'est jamais arrivé depuis. Moi, je pense que dans les deux sèvres, il y a des problèmes. Je suis infoutu de savoir comment sont ces grossesses. A été mis en place un carnet de suivi de grossesse. Enfin, je vais passer sur les détails. Et en fait, très vite, ce qui s'est passé, c'est que les médecins généralistes, une trentaine, hein, et les médecins hospitaliers, très vite, on s'est dit, mais sur cette zone, dans un contexte de menace de fermeture d'hôpital, mais en fait, on est en charge de la santé, c'est nous. Si nous, on ne s'approprie pas cette question, personne d'autre va le faire. Donc, il y a une espèce d'idée d'intérêt général dont tout le monde s'est emparé. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce qu'on a fait, on l'a fait techniquement. Le dossier a été déposé à la DRAS. Et la DRAS a accepté ce dossier, ce qui n'était pas classique. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai été convoqué au ministère des Affaires sociales par Mme Veil, avec mon président de conseil d'administration. J'ai eu 1 heure d'entretien avec elle. Et elle nous a dit, je vais suivre personnellement votre histoire. Et effectivement, elle a facilité énormément les choses. Et en fait, 2 ans après, ça marchait. Par contre, 3 ans après, la sage-femme coordonnatrice, qui était quelqu'un d'exceptionnel, a été embauchée par le ministère pour aller faire la même chose en Guyane. Voilà. Donc, tout ça, ça peut marcher très vite. Mais évidemment, un concours de circonstances comme celui-là, j'en ai pas rencontré d'autres depuis. Donc, voilà. Ce qui s'est passé très vite, c'est qu'avec les médecins généralistes, on s'est dit, mais puisque finalement, nous sommes les premiers à nous occuper de la santé ensemble de ce territoire, on s'est posé d'autres questions. Et là, on va découvrir des choses incroyables. Dans un échange croisé, piloté par un médecin de santé publique dans une logique de formation-recherche, hein, toujours, hein, le directeur d'hôpital ne peut pas être seul vis-à-vis de ça. Il y a bien sûr un président de CME exceptionnel. Le gynécologue obstétricien avait travaillé aussi en Afrique avec le professeur Paperny, qui était très, très attentif aux questions du suivi de grossesse. Dernier point d'ailleurs, on a travaillé avec la PMI, le nombre de suivis PMI était multiplié par 3,5 après. Donc c'est pour vous dire un petit peu ce qu'il y avait, les améliorations possibles. Bien sûr, on a travaillé dans l'idée de transfert in utero, avant même que ça soit prévu ensuite dans vous savez, la gradation des maternités. D'ailleurs, en 1998, j'ai participé à la conférence de consensus qui a débouché sur ça. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est cette extraordinaire efficacité en très peu de temps. Et donc, on a décidé avec les médecins généralistes, alors on s'est regroupé dans une association, Réseau de santé du Haut-Nivernais, et on a décidé de balayer tous les champs. Il y avait une vraie thématique sur les urgences. Je vais prendre 1 ou 2 exemples. On avait à l'hôpital des cas de cancer ORL, de goitre, enfin, des choses qui paraissaient aberrantes aux médecins anesthésistes qui disaient on ne voit pas ça en France normalement depuis le début du siècle, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec les médecins généralistes, en 3 minutes, on a compris. Mais l'échange n'avait jamais eu lieu. Ils nous ont dit tout de suite, écoutez, quand on est à Clamecy, on adresse les gens à des ORL, mais il n'y a pas d'ORL à Clamecy, et ils ne feront jamais 70 km, quelqu'un du Morvan, pour aller à Nevers ou au Auxerre, jamais. Donc en termes de parcours de soins, on ne parlait pas comme ça à l'époque, il était coupé au départ. Pas d'accès aux soins. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi, si jamais on ne s'était pas rencontrés, on ne l'aurait jamais su. Personne n'aurait jamais su ça. Quand j'ai pris conscience de ça, on a été avec un médecin généraliste, le président de la CME, échanger avec le DRAS. Il était catastrophé. Il m'a dit, OK, vous y allez, non seulement ferme pas le plateau, mais débrouillez-vous pour trouver un ORL, faites de la chirurgie simple, et puis il faut sortir de ça. Pour vous dire que finalement, quand on rentre dans une démarche de responsabilité populationnelle, il n'y avait pas le terme à l'époque, mais c'est bien ce qu'on a fait, on s'est senti responsable d'une population. On a tout de suite trouvé, y compris auprès de l'État, une écoute très attentive et au plus haut niveau, puisque cette expérience, sans l'appui de Simone Veil, je ne suis pas sûr qu'elle aurait pu aller jusqu'au bout, parce qu'il y avait des résistances très très fortes, et notamment dans ce qu'on appelait, au niveau régional, la conférence de santé, je ne sais plus comment on appelait ça,
pour le projet de suivi de grossesse. Il y a eu 2 votes pour, celui du DRAS et le mien. Tous les autres étaient négatifs. C'est pour vous dire un petit peu la résistance à ce genre de choses. Donc en fait, l'idée à l'époque, on ne veut pas parler de réseau de soins coordonnés, on va appeler ça, nous, un réseau de santé. Mais dès cette époque, et je fais un petit article dans une revue de l'École de la santé, je me sens bien qu'il y a un problème de gouvernance. L'association Réseau de santé du Haut-Nivernais, qui existe toujours d'ailleurs, qui a réorienté son action, pour ce que j'en sais, cette association, elle ne pèse pas. Dans la gouvernance institutionnelle, elle n'existe pas. D'ailleurs, on s'est réunis entre 20h et minuit. C'est vraiment du militantisme, il faut vraiment y croire, quoi. Sinon, c'est rien de possible. Voilà pourquoi je suis venu à cette logique. Je voulais l'expliquer, parce que sinon, on peut ne pas comprendre. Le problème, donc évidemment, les problématiques détectées... Alors, le lien avec la prévention, d'une certaine façon, le suivi de grossesse, une espèce de prévention tertiaire, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En tout cas, l'hôpital ne doit pas s'occuper simplement des accouchements, quoi. La qualité d'une maternité, c'est bien autre chose. Et évidemment, par extension, l'ORL, j'ai bien compris que si on reste dans une logique hospitalière, les cas ORL graves, les gens qu'on aurait pu dépister plus tôt, etc., on les recevra, ils mourront chez nous. J'en ai connu, j'en ai vu certains d'ailleurs, parce que dans un petit hôpital, le directeur voit beaucoup plus de choses. Mais on ne fera jamais rien en fait. Donc il faut travailler en amont. Donc d'où cette logique de réseau de santé. Et donc les réponses, c'est dans l'échange croisé que ça se joue. Elles doivent être travaillées en commun avec la médecine générale. Et donc là, ça peut être très efficace. Voilà ce que je voulais dire sur cette première diapo. Je poursuis. Alors, le problème, je me suis dit, mais comment, avec quels indicateurs grossiers je peux repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et je me suis dit, mais il doit y avoir une sous-consommation. On va fermer un hôpital, à l'époque c'est des hôpitaux sous dotation, on va fermer un hôpital, mais je me suis dit, mais la dépense par habitant doit être effondrée ici. Mais comme ce système, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de thermomètre, on ne peut pas le savoir. Et si on l'avait su, peut-être qu'il y aurait eu une autre attention sur les mesures, on serait préoccupé de l'accès aux soins. Et donc, on s'est rendu compte, avec le président de CME, les médecins hospitaliers et les médecins généralistes, qu'on était finalement en charge de ça, quoi. Puisque personne ne se préoccupait de ça, on devenait en charge de ça. Il y avait même une sorte d'exigence éthique à porter ce discours et à faire des propositions. Et donc, j'ai essayé de voir comment on pourrait avoir la dépense par habitant pour la comparer à la dépense au niveau national. J'ai mis 8 ans à obtenir ça. Et c'est grâce à des contacts avec des chercheurs qui m'ont mis en contact. Alors, je ne sais pas si Dominique Polton est là, mais puisqu'on s'est rencontrés, voilà, elle est toujours là, elle est au fond. Michel Neditch et les autres chercheurs avec qui je travaillais à l'époque m'ont dit, mais il faudrait, parce que cette idée, finalement, elle est peut-être intéressante, parce que je me suis adressé à 4 ou 5 directeurs de CEPAM qui m'ont toujours dit oui, et je n'ai jamais rien vu. Et puis un jour, donc, j'ai été mis en contact avec Jean-Claude Moidon, qui travaille avec l'École des Mines et qui est connu dans le milieu pour ce qui est PMSI, etc., T2A. Et on s'est rencontrés 2 ou 3 fois, et il était un peu surpris, hein. Je dis, moi, je voudrais avoir la dépense de santé par habitant en ville, en remboursement pharmaceutique, tout ce qui concerne le CSBM, en fait. Et nous avons travaillé ensemble à un tableau de bord de ce type. Ce qu'on a appelé l'élaboration d'un tableau de bord de santé, alors c'est peut-être un peu impropre, mais pour moi, c'est en tant que directeur d'hôpital qui veut mieux répondre aux besoins de santé, c'est un indicateur grossier, parce qu'évidemment, il faut se méfier de ce qu'on voit. C'est sujet à interprétation. Et alors, je ne vous l'ai pas mis, là, le tableau de bord. L'idée, c'est de voir s'il y a un surrecours ou un sous-recours, dans quelle proportion, et à quel moment on peut se dire qu'on est dans un problème épidémiologique ou qu'on n'est plus dans un problème épidémiologique. Dans les Deux-Sèvres, la consommation de soins en soins dentaires est inférieure de moins 35 à moins 40% avec la moyenne nationale. À votre avis, est-ce que c'est épidémiologique? Non. Il y a un problème, c'est évident. Donc si on ne le sait pas, on ne le traitera jamais. Et puis pour les soins dentaires, on ne va pas chercher des soins à 80 km, contrairement à d'autres disciplines. Donc ça ne peut pas être compensé par ce qu'on appelle, et à mon avis c'est impropre, taux de fuite. Parce que je dis dans les Deux-Sèvres, c'est que le taux de fuite, il est vertueux. Parce que les gens auront des soins. Quand il n'y a pas de taux de fuite, il n'y a pas d'accès aux soins, alors là, c'est plus du tout vertueux, quoi. Mais je raisonne bien, meilleure réponse possible pour les habitants de mon territoire. L'hôpital, il peut le faire, mais quand il ne le fait pas, je considère que c'est mon rôle qu'il puisse aller chercher des soins à l'extérieur. La question, il y a aussi la question du bien ou du mal recours. Moi, ce que j'ai découvert à Clamcy, c'est que le mal recours, c'est terrible. Vous avez des médecins généralistes qui soit n'insistaient pas sur des adressages qui ne se faisaient pas, soit avaient une compétence qui n'était insuffisante, pas le dépistage du diabète gestationnel. Donc le mal recours, c'est un problème aussi. Et pour moi, c'est intimement lié aux questions de prévention, puisqu'on est avant l'arrivée à l'hôpital.
Alors, je voudrais dire un mot sur la question de besoin et de demande de santé. Ce qui m'est apparu, mais longtemps, hein, il faut attendre 15 ans après, en réfléchissant, c'est que j'ai pris conscience qu'on a souvent un préjugé. Il suffit de mettre de l'offre, on a tous une carte verte, c'est l'accès aux soins, c'est terminé. D'ailleurs, la notion de consultation avancée est basée là-dessus. Cette notion me hérisse maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, besoin et demande de santé. En fait, le besoin, alors en boulangerie, on peut dire que l'ensemble des baguettes vendues, ça correspond aux besoins. Le prix du pain est faible, l'offreur a comment dirais-je, adapté son offre, plus de pain spécialisé aujourd'hui, enfin bref, on peut dire que le besoin de pain est donc, comment dirais-je, satisfait en France. En santé, pas du tout. Vous avez des besoins qui ne s'expriment pas, vous avez des équipes de professionnels hospitaliers en privé ou en public qui fixent ou pas le besoin, ou qui fixent des faux besoins. Quand un médecin généraliste, et je l'ai entendu ça, parce qu'il a un trou dans sa clientèle à un moment donné, fait revenir les personnes simplement pour pouvoir assurer ses revenus, ce qu'on peut comprendre. On n'est pas dans la satisfaction du besoin. Enfin, c'est un faux besoin, quoi. Moi, j'ai pris cet exemple, et j'ai rien contre les médecins généralistes, bien au contraire, parce que je travaille avec eux tous les jours. Donc, il y a un vrai besoin. Le besoin, ce n'est pas la demande de santé. Je vais prendre un exemple. Je me suis rendu compte à Niort, il y a 10 ans, que si je regarde les aspects épidémiologiques, on devrait avoir 900 AVC. Je regarde dans les statistiques de l'hôpital de recours, j'en trouve 150. Donc soit les autres vont se faire soigner ailleurs, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils n'allaient pas se faire soigner ailleurs, ils ne se faisaient pas soigner du tout. On fixait une part infime des AVC. Aujourd'hui, on en fixe 600 à peu près. Et pour avoir échangé avec des neurologues de différents CHU, ils m'ont expliqué, ils avaient conscience aussi qu'on fixait qu'une partie du besoin. Donc non, il y a une différence entre le besoin et la demande de santé, et l'offre. Si vous avez une bonne équipe hospitalière, elle va bien fixer le besoin ou elle ne le fixe pas du tout. Et puis, dans beaucoup de disciplines, il n'y a pas plus différent d'un professionnel que d'un autre. C'est qualité relationnelle. Un cardiologue, il peut avoir des profils très différents. Vous avez un turnover, à un moment vous fixez le besoin, le moment d'après vous le fixez moins bien. Tout ça joue. Je poursuis pour ne pas être trop long. Je reviens à la responsabilité populationnelle. Alors voilà la définition qu'on s'en est donnée. C'est le fait pour des acteurs de santé d'un territoire, ville, hôpital, donc, d'être responsables, non pas seulement des patients qui franchissent le seuil de leur cabinet ou de leur service, mais de l'ensemble d'une population, ce qui intègre la vérification du bon accès aux soins et à la prévention. Et cette vérification se fait ensemble. Le deuxième point, c'est qu'elle repose sur le développement d'une représentation partagée, et il faut se rencontrer pour ça, entre les différents offres de soins d'un territoire, sur les principaux problèmes qui affectent sa population en termes de besoins, d'accès aux soins, d'efficacité des prises en charge, organisées par les différents acteurs. Et il doit déboucher donc sur des actions et des priorités décidées conjointement et mises en œuvre en commun, c'est-à-dire sur un projet de santé de territoire. Projet de santé de territoire qui est venu ensuite. Mais en fait, ce qu'on avait fait à Clamecy, c'était déjà un projet de santé de territoire, de fait, avec des priorités identifiées, avec des priorités qui étaient très très urgentes. Voilà, je poursuis. Alors, un mot sur les données de santé. J'en ai un petit peu parlé parce qu'il y a deux types de données. Donc, les premières, j'en ai parlé. L'idée de pouvoir se comparer, à structure d'âge comparable, bien sûr, en dépenses hospitalières de ville, consommation pharmaceutique. Donc, je l'ai fait pour la première fois à Château-Gontier, où j'étais il y a un peu plus de 10 ans. En 2007-2008, j'ai eu les chiffres pour la première fois. Alors, c'était extrêmement intéressant. Cet hôpital plutôt petit, moyen, c'était quand même le premier offreur de soins, même s'il ne faisait pas 50%. Le taux de fuite, ça ne veut rien dire, parce que selon le cercle concentrique que vous faites autour, forcément, plus vous étendez le cercle, plus il y a un taux de fuite. Donc on voit bien que c'est totalement relatif, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, dans ce tableau, l'idée, c'était qu'il y ait une représentation partagée de ce qui se passait sur le territoire. Et en fait, ce tableau que je ne prends pas le temps de vous présenter, il y a deux choses. C'est regarder si on exporte des soins ou si on en importe et pourquoi. Et puis l'autre tableau, c'est cette comparaison avec les consommations nationales. Depuis à Niort, on l'a sophistiqué, on l'a par... comment on appelle ça, par discipline en fait, sur les 28 CMD, voilà. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Et donc grâce à ça, moi, je peux orienter les actions qu'on va prendre. Par exemple, j'ai pu vérifier ce que je disais sur les AVC. Effectivement, j'ai repéré que par rapport au département voisin, il y avait moins 30% d'hospitalisation en neurologie.
Donc, et c'est populationnel, c'est pas l'hôpital cette fois-ci. Cette fois, j'ai attrapé la population. Donc, j'ai pu vérifier que ce que j'avais vu dans les stats de l'hôpital était corroboré par les statistiques populationnelles. Évidemment, avec ça, j'ai été frappé auprès de mon DG de la RH de l'époque. J'ai dit, il y a un problème, il faudrait sans doute une UNV ici, on doit travailler ça. Il m'a dit, oui, vous allez redéployer. J'ai dit, non, je ne vais pas redéployer. J'ai dit, parce qu'avec ces statistiques, j'ai vu qu'on sous-consommait de moins 20%. Les dépenses de santé, je les évalue à peu près dans les Deux-Sèvres. On est 380 000 habitants, à peu près à 1 milliard. Mais en moyenne nationale, on devrait être 1,2 milliard. Alors c'est grosso modo ce que je dis. Donc on ne peut pas dire, on ne va pas enlever de l'argent alors que c'est une population qui consomme peu. Il n'y a aucune logique on a l'argent en fait. Si on regarde l'enveloppe territoriale. Donc on a créé l'UNV, on a amélioré, et maintenant, notre fierté collective, c'est de voir qu'on a fait passer ce chiffre de 150 à 600. On a amélioré donc l'efficience sanitaire. D'autant plus qu'en termes de coûts, ça a très peu bougé. Le deuxième tableau de bord, alors celui-ci, je vais essayer de vous le décrire. L'idée, c'est que le tableau dont j'ai parlé, c'est un tableau qu'il faut prendre avec des pincettes, qui est un tableau très fin. Dans ce premier tableau dont j'ai parlé, je voudrais dire une chose ici, c'est que j'ai des tableaux infraterritoriaux dans les Deux-Sèvres. Eh bien, il y a plus de différences dans les Deux-Sèvres qu'entre les Deux-Sèvres et la région ou le côté national. Et donc, c'est légitime de travailler avec chaque groupe de médecins généralistes sur chaque infrazone. Et on ne travaillera pas la même chose. Je vais prendre un exemple. Dans le nord des Deux-Sèvres, à Bressuire, on a une sous-consommation extrêmement marquée sur tout ce qui concerne l'appareil respiratoire. J'ai échangé avec alors sur plusieurs années, j'ai chez 2009, 2011, 2014, donc ça reste. En échangeant avec le médecin-chef de l'assurance maladie, il a regardé, il voit la même chose. Il pense, lui, que c'est le problème de santé majeur du département. On va le travailler uniquement sur le Bressurais et avec la médecine de ville. Si je n'ai pas le tableau, je ne sais pas. Il n'y a que comme ça qu'on a identifié quelque chose. On a été voir les médecins généralistes, ils ont dit oui, c'est vrai qu'on a des problèmes d'adressage. Ça m'a quand même beaucoup rappelé ce que j'avais vu à Clamecy 20 ans avant. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne savez pas. Et si vous faites de la prévention dans le vide, vous ne savez pas. Parce que le but, c'est qu'on ne peut pas travailler tout. Donc l'idée, c'est d'aller voir le problème précisément et apporter une réponse. Évidemment, à chaque fois qu'on fait ça, l'Agence régionale de santé est très attentive. Mon autre tableau, c'est autre chose. Sur le diabète, l'idée, c'est d'avoir une vision globale de la population. Et en 4 tableaux, alors cette fois, on a travaillé avec l'IAE de Poitiers et avec le service de diabétologie. Et on a imaginé un outil, je crois qu'ils vont faire une publication scientifique dans les 6 mois, 1 an. Je leur dis de ne pas trop se presser, je veux revérifier, je voudrais le faire contrôler pour pas qu'on dise pas de bêtises. Moi, c'est pas mon métier de faire ça. Donc, mais ce tableau est intéressant. Un des 4 tableaux est financier. On va repérer tous les taux d'hémoglobine glyquée, le nombre de dépistages. On va essayer d'objectiver les cas graves parce qu'on a le sentiment, les responsables de spécialité ont le sentiment qu'on a une multiplication des cas graves. Et on suspecte le fait que les allongements d'accès aux spécialistes soient la raison. Donc on est en train d'objectiver ça pour voir comment on va pouvoir réagir pour essayer de corriger ça. Donc ça, ce tableau, à mon avis, il est fondamental. Vous en avez parlé d'ailleurs, je ne sais plus, l'un d'entre vous en a parlé tout à l'heure. Il faut des indicateurs si on rentre dans ce genre de dispositif. Sinon, c'est tout à fait démoralisant, quoi. On ne sait jamais ce qu'on fait. Donc là, l'idée, c'est d'appréhender globalement une population. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but. Il me semblait vouloir vous dire autre chose, mais j'ai peut-être oublié. De tout ça, maintenant, je voudrais parler de gouvernance. Dès les années 90, pour moi, il m'a semblé que c'était en fait central. Ce qui m'a le plus frappé dans les années 90, c'est comment des médecins généralistes, moi j'avais des préjugés, je pensais qu'un médecin libéral, dans une clinique ou dans un hôpital, il n'avait pas une notion d'intérêt général très développée. Je me suis trompé en fait. Je me suis rendu compte l'engouement, l'engagement de ces médecins généralistes, et j'ai compris que la gouvernance était quelque chose de clé. Et que le fait de s'engager dans une démarche collective était quelque chose d'enthousiasmant. À Clamecy, le médecin généraliste a obtenu une récompense, je ne sais pas ce qu'elle vaut, qui s'appelle le G d'or d'un magazine qui s'appelle Le Généraliste. Vous vous rendez bien compte que là, c'était une reconnaissance extraordinaire. Et donc, il y a eu des retombées, évidemment, en termes de motivation très, très importantes. Voilà.
Alors, la gouvernance, simplement pour vous montrer comment on fait. Alors, quand on me dit comment faire, ben, je dis, ça dépend du terrain. Moi, j'ai fait 4 ou 5 établissements. Je n'ai jamais fait la même façon à chaque fois. La première fois, je vous ai expliqué pourquoi on avait été amené. J'avais été amené, on s'était partagé avec le chercheur à aller taper, voir chaque médecin généraliste. Dans le cas des Deux-Sèvres, c'était impossible de faire ça. Par contre, j'ai pu nouer une relation avec le président de l'Ordre des médecins, médecin généraliste, sur fond d'une relation amicale et déjà intéressante entre le président de CME de l'hôpital et ce médecin généraliste. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et on a commencé, c'est le logo de gauche, à faire des colloques ville-hôpital, où la clinique était invitée d'ailleurs, où ils sont venus, et à essayer de mettre en valeur toutes les actions qui étaient faites entre un spécialiste de l'hôpital et des généralistes ou un spécialiste de la clinique. Et on a fait des colloques comme ça annuellement. Et puis à un moment, on a commencé à parler d'organisation. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait découper le territoire, que les groupes de médecins généralistes, ben non, ça serait des groupes ville-hôpital. Et en fait, on a même écrit la règle, ça c'est assez incroyable d'ailleurs, on a écrit la convention du GHT avant que le texte sorte et on l'a écrit à l'ordre des médecins. Et là, je viens là-dessus, c'est les 2 logos qui suivent. Vous voyez, groupement hospitalier de territoire. Vous voyez qu'il y a 5 zones de découper. Alors, il y en a 6 là, mais c'était modifié, on s'est mis à 5. Et vous voyez CPTS. En fait, ce qu'on a imaginé, c'est que les hospitaliers rentrent dans les CPTS, les médecins généralistes rentrent dans le GHT. Et notre GHT, donc un GHT ville-hôpital, avec le médico-social, avec tous les acteurs. Et quant aux élus, parce que j'entendais parler des municipalités ce matin, bah, ils y sont de fait, il y a un comité territorial des élus. Donc en fait, on a les principaux acteurs dans le GHT. Et effectivement, l'article 1, je crois, dispose que le GHT, parce que ce sont des partenaires, mais ils ne sont pas au comité stratégique, sauf le médecin généraliste, et le premier représentant du secteur médico-social qui est au comité stratégique aussi. Mais dès qu'ils deviendront partenaires à part entière, et ça on a dû discuter avec l'ARS pour l'obtenir, le GHT des Deux-Sèvres, officiellement, s'appellera GST des Deux-Sèvres, même si, juridiquement, c'est un GHT, quoi. Donc ça, c'était obtenu. Donc vous voyez, les couleurs. Les couleurs, c'est pas le directeur, c'est pas moi qui les ai choisies. C'est en groupe ville-hôpital qu'on a choisi conjointement. Et quand les médecins généralistes ont dit « on veut ces couleurs-là pour que ça soit comme le GHT », j'ai compris qu'on avait fait un grand pas. En tout cas, on n'a plus de problème de gouvernance. Alors, où on en est aujourd'hui dans... ce qu'il faut, c'est toujours améliorer ces tableaux de bord. Le premier tableau de bord sur les dépenses comparées, on n'avait pas pris en compte la structure d'âge. La structure d'âge fait que l'écart augmente beaucoup en fait. Il y a plus de personnes âgées en Deux-Sèvres qu'en moyenne nationale, donc c'est plus 8% dans l'écart. Sur la dépense par habitant, pour donner quelques repères. Au début des années 2010, c'était autour de 2500-2600 euros par habitant. Il y a des régions où c'est à 3002. Alors quand dans les régions où c'est à 3002, c'était à 3002 à l'époque, je pense qu'il y a des zones qui sont à 3008. Ce qui est très étrange, c'est que dans aucun plan de l'assurance maladie, je vois une politique différenciée selon les territoires. Il est évident qu'on ne va pas faire la même chose sur les zones où on surconsomme ou on sous-consomme. Il peut y avoir des surconsommations vertueuses d'ailleurs peut-être, mais au moins il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Le tableau de bord global suivi populationnel, j'en ai parlé. Donc ce qu'il faut bien sûr pour rentrer dans ces logiques-là, c'est construire et mener une stratégie de rapprochement avec la ville, entrer en relation avec les acteurs de santé et de ville, et il n'y a pas de solution miracle, les portes d'entrée sont multiples. Bien sûr, entrer en relation avec les acteurs du médico-social, parce qu'on fait la même chose avec les acteurs du médico-social. Et je vais prendre un exemple. Je fais une petite digression pour vous montrer qu'un directeur d'hôpital peut prendre des décisions au niveau économique complètement à l'envers de ce qu'on croit qu'il va prendre. On s'est rendu compte dans un projet que l'on a à Niort que, parce qu'on a un centre d'expertise autisme, et donc on a des gens qui viennent de toute la France, quand ce sont des jeunes adultes qui décompensent et avec qui les institutions ne peuvent plus rien faire. Le chef de service, qui est quelqu'un de passionné et de passionnant, il a vu qu'en fait, dans 50% des cas, c'est un problème somatique. Or, j'ai pris conscience qu'en fait, sur ces populations-là, on avait une sous-consommation de soins absolument hallucinante. Donc, on a fait la proposition, en travaillant avec les médecins qui travaillent dans le médico-social, de mettre en place une sorte de suivi systématique de santé publique pour des gens qui n'avaient en fait jamais accès aux soins. On a mis en place ce dispositif qui est Handisanté. Ce dispositif, j'ai très vite compris, il serait 50% déficitaire. Alors vous allez dire, normalement, un directeur d'hôpital, il ne va pas le faire. Eh bien si, je l'ai fait.
Bien sûr qu'on l'a fait. Je savais qu'il serait 50% déficitaire. Sauf que dans une relation confiante avec le DG d'ARS, j'ai pu faire passer ce projet. Enfin, je l'ai fait passer, je l'ai fait de toute façon. Hein. Il était très intéressé. Et pour la première fois cette année, il va me financer ce déficit. 7 sur le FIR, hein, bien sûr. Mais j'ai jamais été en difficulté. Et si le budget de l'hôpital est en difficulté uniquement pour ça, alors là, l'action était tellement légitime que je pouvais prendre le risque d'être déficitaire. Et depuis, on me demande d'essayer d'élaborer une sorte de T2A pour voir comment la structuration des coûts, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors par exemple, dans les coûts, pourquoi c'est si cher? D'abord, il y a un accompagnement des personnes. Alors évidemment, on l'a situé, c'est-à-dire que progressivement, il y a une compétence d'accueil des personnes handicapées dans tout l'hôpital. On a même des gens qui viennent de... J'ai un patient qui est venu de Belgique une fois, ou du nord de la France, pour avoir un IRM. Une IRM parce que maintenant, on sait faire, en fait. On peut prendre des personnes qui ont des troubles, des désorientations très importantes. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je disais, enfin vous avez compris ce que je voulais dire sur le fond. Je continue, donc nos moyens, donc là que je reviens à la gouvernance un instant, donc le GHT, la CPTS, on va lui trouver une formule, un cadre juridique, sans doute l'association, je ne reviens pas là-dessus. Les étapes à venir de la démarche, on participe au projet article 51, et il se trouve que lundi, d'ailleurs, j'ai une réunion, on va commencer sur le diabète. Et, on va essayer simplement de refaire, moi, ce que j'ai fait il y a 25 ans avec l'ACLAMSI. Pour moi, c'est toujours la même chose. On va essayer de faire définir un programme clinique, ce qu'on avait fait finalement de fait, sans informatique, sans rien, avec l'ACLAMSI, mais c'est toujours la même chose. Donc je vois bien la pertinence de ça, et il se trouve que c'est cadré dans le programme national. Voilà, donc voilà notre prochaine étape. Je voudrais faire un tout petit peu de théorie sur le fond, revenir sur les questions de rationalité. En fait, un directeur d'hôpital, son job, c'est effectivement de faire, en apparence, ou un directeur clinique, c'est de faire de la gestion et il se base sur la responsabilité médico-économique. Mais évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque, par exemple, vous pouvez très bien avoir sur un territoire des établissements qui sont en déficit, une sous-consommation marquée, ce qui est tout à fait ce qui peut être une solution, avec une efficience sanitaire, vu le contexte, qui peut être pas si mal. Mais si on a le regard que sur l'efficacité médico-économique des structures, c'est absurde. En plus, je peux vous dire qu'à Bressuire, si on va travailler, parce que je vous ai parlé de la pneumologie, j'ai commencé à y réfléchir avec les acteurs sur place, en rationalité médico-économique, ça va être dégueulasse. Puisque je vais déplacer des praticiens, le matériel ne sera pas utilisé à plein. Donc, en fait, je préviendrai le DG d'ARS que ça sera impossible d'équilibrer cette action. Mais compte tenu du fait que sur le territoire, on rend 200 millions d'euros à la France et au territoire qui surconsomme, ça serait absolument illégitime de ne pas le faire. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut croiser plusieurs notions. Il y a la notion d'efficacité médico-économique de chaque acteur, j'y reviens pas. Il y a la notion d'efficacité sanitaire. C'est-à-dire que, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était passé de 150 personnes prises en charge pour les AVC à 650. On voit bien qu'au plan sanitaire, on a amélioré l'efficacité. Il y a la troisième notion, c'est la prise en compte de l'enveloppe financière théorique, ce fameux milliard au lieu du milliard 2. Il faut croiser ces trois éléments. Et je pense que si on croise ces trois éléments, on doit dégager la notion d'efficience sanitaire. Et donc, je travaille actuellement avec plusieurs chercheurs pour essayer de voir si on ne peut pas modéliser cette notion d'efficience sanitaire, parce que c'est le bon prisme, en fait, pour pouvoir avancer. Et donc, on voit bien que l'hôpital public, là, est le premier acteur, un acteur clé pour développer la meilleure réponse possible aux besoins de santé. Voilà, donc l'efficience sanitaire, c'est le rapport entre l'efficacité sanitaire et un niveau de dépense, en fait. Et ça n'existe pas dans le système. Donc c'est ça qu'il faut faire accoucher. L'efficacité médico-économique, j'en ai parlé. Je ne vais pas être trop long. Je voudrais terminer sur deux remarques, et après j'aurai terminé. Première remarque, moi il me semble que le financement au parcours dont on parle ne suffit pas, car il risque d'ignorer l'absence de recours aux soins, ou s'il considère chaque parcours seulement individuellement pour une personne à un instant T. Il ignore ce qu'il aurait dû être, ce parcours, dans une logique de prévention. Donc, le financement au parcours peut-être, mais il faut absolument une vision collective. Si on n'a pas de vision, c'est un peu comme en DRH. Comment voulez-vous avoir une bonne politique de DRH si vous ne vérifiez pas déjà l'équité, vous avez une connaissance complète des choses, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première chose. Le développement, ensuite, permettant de mesurer l'efficience sanitaire des acteurs.
Et à mon avis, c'est la nouvelle frontière pour les politiques de santé publique, c'est l'intégration. Et donc, on voit bien que la prévention, alors pour un vue d'un hospitalier, hein, je ne parle pas de la promotion de la santé, que l'on veut rajouter, nous, dans notre GHT. Je suis en train de travailler avec l'IREPS pour que, quand on travaille quelque chose, on puisse avoir cette couche également, comment dirais-je, promotion de la santé. On développe beaucoup de choses en prévention, enfin, ça a été dit, je ne vais pas y revenir, on fait sur l'activité physique, on travaille avec le comité olympique et sportif, donc cette couche-là, on peut la mettre aussi, c'est possible. Donc il y a la nouvelle frontière, c'est donc l'intégration de la prévention, y compris prévention secondaire, comme le cadre d'action globale. Et j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire, j'ai essayé de faire vite.